La brèche vide. Sans une certaine intelligence élémentaire, des fondements de la psychologie bouddhique, il est absolument impossible de saisir ce qu'est le symbolisme. Nous préparons donc le terrain lentement et avec intégrité. Il n'est pas question de proposer du symbolisme tantrique à la sauce californienne. Au contraire, nous avancerons lentement, un pas à la fois. Le symbolisme a trait à l'expérience phénoménale, aux divers mondes dont on peut faire l'expérience grâce aux 5 perceptions sensorielles, surtout les très puissantes perceptions auditives et visuelles. Il n'y a que les 5 perceptions sensorielles qui puissent nous mettre en rapport avec les phénomènes tels que nous les connaissons. D'autre part, nous sommes enclins à reconstituer les phénomènes, à les garder en mémoire et à les remanier. C'est ce que le bouddhisme appelle notre 6e sens. Par exemple, l'enfant qui reçoit une correction par son père ou sa mère retient cette expérience et c'est pourquoi chaque fois qu'il récidive, il sait bien ce qu'il attend, une autre correction. Voilà une expérience phénoménale adolescente en quelque sorte, où se produit un point de repère, une relation. Il semble que nous vivions d'autres types de phénomènes en grandissant. Lorsque nous fréquentons l'école, nous apprenons toutes sortes de faits, d'histoires. C'est ainsi que s'échafaude peu à peu notre expérience du monde phénoménal, que se multiplient les possibilités, les rapports avec d'autres enfants, l'échange d'informations, l'émission Un rue Sésame à la télé, et ainsi de suite. Tous ces détails font que nous partageons une expérience du monde des phénomènes. Avec la maturité vient le temps où nous nous intéressons à la philosophie et à la spiritualité. L'expérience des phénomènes se complique alors passablement, bien que celle de l'enfance ne soit pas si simple non plus. Une sorte de communication non dite est toujours active. Le monde phénoménal, avec son extrême complexité, peut parfois être source d'une grande fatigue. Il arrive aussi que nous ne puissions nous en passer. Nous voulons vivre toutes sortes d'expériences. Quand nous manquons d'expériences ordinaires, nous sortons pour acheter des journaux ou aller au cinéma. Nous regardons la télé ou nous partons en voyage dans des pays étrangers pour voir comment on y vit et nous plonger alors dans de super phénomènes. Au départ, pour l'enfant, le monde des phénomènes se fonde essentiellement sur la survie et le besoin d'entrer en rapport avec la situation. Pour demander à sa mère de faire cuire un œuf, de servir de la soupe ou des céréales, il doit avoir un certain symbolisme en tête. Le mot soupe, œuf ou céréales lui viennent à l'esprit. L'enfant ne prononce même pas ces mots correctement, mais il les pense, il les visualise pleinement, totalement. Puis il dit œuf, soupe ou céréales. Percevoir le symbolisme, entrer en contact avec tous les symbolismes du monde, s'appuie sur cette évolution de l'expérience des phénomènes. Elle se projette vers l'extérieur chez tout être, peu importe son âge, qu'il s'agisse d'un poupon, d'un adolescent, d'un jeune, d'un adulte ou d'un vieillard. Ces expériences qui se produisent sans cesse peuvent certainement entrer dans la catégorie du symbolisme, bien qu'il s'agisse d'un symbolisme relatif et non absolu.
Il faut bien se rendre compte que ce sont l'agitation, la recherche de divertissements supplémentaires et la tendance à examiner ou à explorer le monde qui donnent naissance à ces petites expériences du monde phénoménal. De quoi le monde est-il fait? Qu'est-ce que le monde au fond? Nous posons toutes sortes de questions à nos parents, professeurs, amis, aînés, oncles, tantes ou psychiatres. Nous essayons de résoudre l'énigme de ce monde. Nous voulons tellement découvrir de quoi il en retourne. Certains pensent posséder des indices, des pistes. N'empêche que nous attendons toujours de trouver la réponse. Dans ce sens, nous sommes tous des bébés. Cela n'a rien à voir avec l'âge réel. Nous n'avons simplement pas suffisamment d'expérience du symbolisme ou nous ne comprenons pas assez ce que ça signifie. Que nous soyons jeunes ou vieux, nous restons donc des nourrissons. On dirait que c'est ça le problème, à moins que ça ne soit une promesse. En ce moment, notre façon personnelle de voir le monde n'est pas trop complexe, tout en étant quand même extraordinairement difficile et compliquée. Nous aimerions avoir accès à notre monde sur le champ. Nous voulons être nourris sans arrêt, sucés au lieu de méditer seulement. C'est une façon assez sommaire de dire les choses, mais sachez que je ne cherche pas à vous rabaisser. Je respecte votre dignité, votre splendeur, mais regardons les choses en face. Tout le monde veut jouer au grand bébé. Certains sont assez audacieux et assoiffés pour porter à leur bouche toute la bouteille munie d'une immense tétine. D'autres, plus polis, refusent la bouteille. C'est trop intimidant. Ils choisissent donc une paille. Mis à part les préoccupations sociales et politiques, toute cette histoire revient au fait que nous sommes de grands enfants, d'adorables enfants d'ailleurs. Quand on commence à saisir le symbolisme relatif, on se rend compte que c'est comme une grosse tétine. On est nourri sans cesse. Si on se sent agité ou tendu, on peut sucer violemment. Si on est en colère, on peut mordre. On est toujours pris avec cette grosse tétine, ce grand réservoir de confort. Ça étouffe. Le symbolisme relatif se fonde sur la passion et donc aussi sur l'agitation, l'exigence et l'agression. Nous nous nourrissons d'un liquide spirituel ou d'un succédané maison provisoire qui est lié à notre perception du monde et à la manière dont nous nous sentons. Maintenant, j'aimerais qu'on laisse tomber l'idée d'être de grands bébés pour passer au symbolisme absolu. J'espère que vous y êtes prêts. Le symbolisme absolu, loin d'être un monde de rêves, est réaliste. Sur le plan strictement linguistique, le mot absolu signifie n'ayant pas besoin de point de référence. Sinon, l'absolu deviendrait relatif, puisqu'il serait en relation avec quelque chose d'autre. Par absolu, on veut dire dénué de point de référence. C'est entier, complet en soi, existant de lui-même.
Le symbolisme absolu est aussi lié à l'idée d'absence de passion et d'ego. Pourquoi ? Le processus consiste à aller vers quelque chose, au lieu de ramener à soi. L'absolu n'a rien à voir avec la mentalité du collectionneur qui range tout dans sa grosse banque bourrée de fric ou dans sa grosse bouteille. Le symbolisme absolu est dénié du moi parce qu'à ce stade, le point de repère psychologique est déjà abandonné. Ça ne veut pas dire qu'on a renoncé à ses parents, à son corps, ni rien de la sorte. Qu'est-ce donc que ce point de repère ? C'est un sentiment de réconfort qui aide à se sentir mieux. Un peu comme quand nous pleurons et que des amis nous prennent dans leurs bras et disent « Allons, calme-toi, on va s'occuper de toi. Bois un peu de lait. Allons faire une promenade dans les bois. Prenons un verre. » Ce type de point de repère psychologique se fonde sur l'idée de vérité relative. La vérité absolue du non-moi n'a que faire de ces petits réconforts. Je sais bien qu'il est très dangereux de dire une chose pareille à ce stade. J'ai des doutes à propos de l'opportunité de vous parler de ça et comme je n'ai plus de patron, je ne peux demander conseil à personne. J'ai donc décidé d'y aller et de parler. Quand on perd son point de repère, on a l'impression d'un vide au cœur. Sans point de référence, on n'a rien sur quoi travailler, aucun élément de comparaison. Rien contre quoi se débattre, rien du tout à soustraire ni à ajouter à son système. On se retrouve dans un nulle part absolu, le cœur vide, avec un gros trou au cerveau. Le système nerveux ne se branche sur rien, aucune logique ne tient, il n'y a que ce cœur vide. Dans certains milieux, on pourra considérer ce cœur vide comme une attaque des démons, tandis que d'autres diront qu'il s'agit d'une expérience de satori ou d'éveil subi. On n'a vraiment pas la moindre idée de ce qu'est une expérience sans point de repère. Quand on commence à abandonner toute possibilité de référence susceptible de mettre à l'aise, de dire quoi faire, de rendre meilleur et plus grand, d'aider à voir clair en toutes choses, y compris ses ambitions, quand on perd toutes ces marques, les choses les plus étranges se produisent. En général, les gens croient que si l'on perd tout, ambition, égocentrisme, intégrité, dignité, on devient un légume, une lavette. C'est faux. On ne se transforme pas en larve. On reste au contraire suspendu dans l'espace, dans une sorte de grand trou. C'est plutôt émoustillant, un grand trou de suspension. Comme si on était suspendu dans l'espace sans combinaison ni navette spatiale. On flotte, on tourne autour des planètes ad vitam aeternam, rien de moins. Dans la perspective du non-point de référence à partir duquel on peut percevoir le symbolisme absolu, cette impression de suspension est le terrain. Cette expérience de suspension, c'est la toile, le tableau sur lequel on peint des images.
C'est le terrain de base, le seul point de départ. C'est la scène dénudée avant la représentation. Comprenons-nous bien. Je ne dis pas que nous basculons dans cet état d'esprit et que nous y sommes coincés à jamais. En revanche, cet état d'esprit existe bel et bien. C'est une expérience qui se produit sans cesse. Dans la vie, nous faisons parfois l'expérience de ce trou noir, de cet espace suspendu, sans aucun point de repère. Qu'on rue dans les brancards, qu'on pousse de toutes ses forces ou qu'on respire à plein poumon, rien n'y fait. Nous restons suspendus dans le vide. Tout être humain vit des expériences semblables sans arrêt. Personne, cependant, n'a compris qu'il est possible de cultiver à partir de là son talent artistique, sa sensibilité visuelle pour l'art dharma et commencer à exprimer purement et simplement le symbolisme. Cette idée a effleuré l'esprit de bien peu de gens. Mis à part nos aïeux, les détenteurs de la lignée, ceux qui ont inventé les symboles et qui en ont fait l'expérience personnellement, comme ils les ont vraiment exécutés, il ne s'agit pas tant d'un point de doctrine que de l'expérience personnelle de nos grands-parents et arrière-grands-parents qui ont connu bien souvent ce trou noir. De ce trou noir du non-moi et de l'absence de pensée discursive, une couleur est sortie, un symbole ou une fraction de symbole a surgi. Selon la tradition, un symbole se produit parce qu'il est non-né, incessant et que sa nature est semblable au ciel, à l'espace. Voilà donc les trois principes du symbolisme absolu. Non-né signifie que le symbolisme ne peut se produire s'il n'existe aucun lieu pour lui donner naissance. L'espace peut le faire naître, parce que le symbolisme n'existait pas et n'existe pas. En raison de son inexistence, on dispose d'un pouvoir et d'une énergie immense pour créer une image d'inexistence. Peuvent alors surgir des images d'une clarté et d'un pouvoir inouï, claires comme du cristal qui tranche net. Incessant signifie que le symbolisme ne peut mourir une fois qu'on lui a donné naissance au niveau de l'inexistence. Le symbolisme ne peut pas mourir, il reste dans le cœur de tous les êtres humains, de tous les êtres en fait. Il est éternel sans que personne n'ait à le cultiver, à le nourrir, ni à s'y agripper. Troisièmement, puisque sa nature est semblable au ciel, à l'espace, les gens peuvent exécuter ce symbolisme à partir de leur propre expérience, leur propre perception. Donner naissance au symbolisme absolu exige donc le non-esprit ou esprit vaste. Même si tout cela ressemble à du charabia, il ne faut pas s'y tromper. Ça a beaucoup de sens. Et comme l'idée d'inexistence est aussi hautement existante, éternellement existante, elle est très difficile. Cette affirmation est d'une grande puissance. Dans cette projection au sein de l'espace, il n'y a ni matériaux, ni éléments pouvant servir à créer des symboles. Par exemple, nous pourrions regarder un chien mort sans que rien ne se passe au cours de cette perception. Nous ne faisons pas ici allusion au fonctionnement psychologique
d'un saint homme, d'un être éveillé ou d'un Bouddha. Nous parlons de nos propres perceptions. Nous pouvons en faire aussi l'expérience. Elles sont juste ici, nous pouvons le faire. Sur le plan conceptuel, c'est terrible de voir saigner un chien mort, les dents sorties et sales, le poil plein de poussière, les entrailles qui apparaissent peu à peu, la peau déchirée, le sang sur le sol. S'entretenir d'un sujet aussi horrible n'a rien d'artistique. Je suis convaincue qu'il serait préférable d'éviter ce genre d'histoire. Nous sommes trop distingués pour discuter de telles saletés. Il est mal vu de parler de mort ou de sang, sauf pour blasphémer. Toutefois, c'est l'esprit vierge qui projette la vision d'un chien mort étendu par terre. Cela peut être révoltant, parfois fort coloré et plein de promesses d'avenir. Il reste que derrière tout ça, il y a un espace où rien ne se passe vraiment. Parce que nous sommes si bouleversés. Nous pouvons admirer une superbe rose, ses doux pétales semblables à du velours, sans la rugosité de celui-ci. C'est si délicat, si beau, comme la langue d'un bébé. Merveilleusement fraîche et splendide, elle laisse échapper une fragrance. On pourrait imaginer des petites larmes sur toute sa surface. La rosée du matin qui s'évapore lentement pour l'orner de sa transparence. De temps à autre, une brise la fait balancer comme pour la rendre encore plus vive. C'est une rose envoûtante. On est touché, fasciné par l'image. Qu'on regarde la rose ou le chien mort, c'est exactement la même perspective d'esprit vide qui opère. Même si je suis persuadée que personne ne peut associer ces deux choses, l'horreur et la beauté sublime, il n'en reste pas moins que nous faisons la même chose dans les deux cas. Qu'on regarde une belle rose ou un chien mort, entrailles à l'air, le même passage à vide a lieu. C'est là où le symbolisme commence véritablement à se produire dans notre état d'esprit. Quand nous percevons quelque chose pour la première fois, c'est exactement la même perspective d'esprit vide qui opère. Nous subissons un choc, l'arrêt total de l'esprit conceptuel. Puis, quelque chose commence à se produire. Nous commençons à percevoir, que ça nous plaise ou non, à voir des couleurs, des impressions, à ouvrir les yeux. Cet esprit sans point de repère peut donc acquérir une grande puissance et une extraordinaire sensibilité. Ce point de vue, loin d'être banal, peut s'appliquer à des situations humaines ordinaires. Par exemple, mes étudiants aiment bien chercher la petite bête. Ils n'arrêtent pas de se plaindre et leurs récriminations sont fort intelligentes, peu banales. Leur intelligence s'aiguise ainsi au point où leurs plaintes se transforment en expression de clarté ou de clarté d'esprit. Je ne fais pas allusion ici aux perceptions d'un Bouddha, des Arhats, des Bodhisattvas ou des grands maîtres du Tantra. Je parle des principes de la perception. Pour comprendre le symbolisme inconditionnel, il faut sentir la brèche vide dans notre esprit et la manière de nous projeter dans ce non-point de repère.